Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Aujourd'hui, je suis avec Éric Joie, naturaliste, passionné de cryptozoologie, et il va nous parler ce soir de Bigfoot et de ses recherches sur le sujet. Bonjour Éric et merci beaucoup d'être venu. Bonjour Damien, et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors Éric, racontez-nous un petit peu vos recherches sur le sujet et pourquoi vous vous intéressez tant d'ailleurs à ce Bigfoot. Moi je suis tombé dedans, si je peux raconter, je suis tombé dedans quand j'avais 7 ans et demi, quelque chose comme ça. On avait l'habitude, mon frère et moi, le dimanche matin, pendant que les parents préparaient le petit déjeuner, de se retrouver dans leur lit en train de lire des bandes dessinées. Là, j'ai découvert effectivement Tintin au Tibet, entre autres. Bon. Et mon père avait l'habitude de toujours avoir des piles de livres sur sa table de nuit, d'astronomie, de zoologie, d'archéologie, etc. Parce qu'il avait l'habitude de lire, d'entamer plusieurs ouvrages en même temps, de passer de l'un à l'autre. Et je découvre un livre qui s'appelle Homme des neiges et Homme des bois d'un certain Ivan T. Terence, en fait, Ivan T. Sanderson. Ivan Terence Sanderson. Et c'est un Écossais qui a émigré aux États-Unis et qui a pris la nationalité américaine. Et cet ouvrage date de 1963, la traduction française, car il y a une traduction américaine, enfin une version américaine qui date de 1961. Mais peu importe. Et dans cet ouvrage, donc Homme des neiges et Homme des bois, il y a des récits de Yeti, de Bigfoot, de Sasquatch et d'autres, de Homa, d'Agogwe, de CIT. Enfin bon, on fait le tour du monde un petit peu des hominidés qui étaient connus à l'époque. Que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique du Nord, du Sud, etc., de l'Asie y compris. On ne parle pas encore de l'Almacie et du Barmanu parce que là, visiblement, ils ne le connaissaient pas encore. Du moins, Sanderson ne connaissait pas leur existence. Mais ce ne sera pas le sujet de ce soir. L'Almacie et le Barmanu ne seront pas le sujet de ce soir. Donc, voilà. Et je commence à lire cela d'une façon comme un roman. C'est vraiment comme un roman. Alors, tellement bien que quelques années après, je fais même une conférence en fin d'école préparatoire, une conférence sur le sujet. Non, j'étais même pas en préparatoire, j'étais déjà en secondaire. Je fais une conférence sur le sujet et je m'intéresse à ce sujet, mais à d'autres sujets de cryptozoologie, car entre-temps, j'ai reçu ou j'ai acheté d'autres ouvrages sur ce domaine-là, hein, décrit notamment par Bernard Wellmans, qui est considéré comme un des pères de la cryptozoologie, avec Ivan Sanderson, dont je viens de parler. Bien, donc, et en 1993-1993, pour les Belges, le nord de la France et les Suisses, je dis toujours, eh bien, je décide de créer cette association, qui est l'Association belge d'études et de protection des animaux rares, qui, depuis lors, a monté plusieurs expéditions. J'étais en Afrique sur un autre sujet qui était le Murungu, la panthère d'eau. Et puis, à partir de 2003-2004, je commence à vouloir m'intéresser au Yeti, à vouloir monter une expédition sur le Yeti. Je prends des contacts, mais à ce moment-là, il se passe qu'il y a un coup d'État au Népal, un renversement de pouvoir, on ne va pas entrer dans les détails, quelques rébellions communistes, de groupements communistes, mais qui visiblement ne s'intéressent pas aux étrangers, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enlèvement d'étrangers, de touristes, etc. Ils disent qu'ils restent dans un problème interne et que les touristes ne sont pas concernés. On n'est pas dans des cas qu'on connaîtra plus tard avec les islamistes et compagnie. Bien. Mais je décide quand même de voir un petit peu cette situation. À ce moment-là, il y a un de mes amis qui est professeur de physique à l'Université libre de Bruxelles, que je connaissais dans d'autres domaines, qui me téléphone et qui me dit un après-midi, il me téléphone, il me dit, Eric, est-ce que ça te dirait que l'on monte une expédition sur le Bigfoot? Ah ben j'ai dit Léon, je suis justement en train de travailler sur le Yeti, mais il y a quelques problèmes. Au moment où, justement où tu m'appelles, ok,
je ferme le dossier du Yeti et on part sur le Bigfoot, qui est quand même les États-Unis et le Canada, c'est quand même des lieux un peu plus sûrs que les rébellions communistes du nord du Népal. Bon, ben, ok. Et ce sera peut-être plus facile côté approvisionnement et côté organisation d'organiser cela dans ces pays-là plutôt que dans des pays asiatiques ou voire africains. Bien, alors, on décide de regarder où sont les derniers témoignages, où viennent les derniers témoignages les plus récents, et on constate qu'il s'agit du Texas. Alors, ça va vous sembler un petit peu bizarre, puisque souvent on parle de Bigfoot Sasquatch en Californie, dans l'État de Washington, dans l'Oregon et en Colombie-Britannique, donc sur la côte ouest du continent nord-américain, donc côté Pacifique. Et depuis quelques années, il y a beaucoup de témoignages effectivement qui viennent d'autres régions, et notamment du Texas, où il y a quelques organismes qui sont très actifs dans le domaine. Parce que bien sûr, ce n'est pas le fait qu'il y ait ou pas de Bigfoot dans un endroit, il faut aussi qu'il y ait des gens qui s'y intéressent et qui mènent des enquêtes. Parce que comme on dit, il y a un observateur, il y a un observé, mais il faut aussi un observateur. Et l'observateur qui rapporte son témoignage. Parce que vous pouvez avoir tous les animaux dans votre jardin, si vous ne le dites pas au voisin qu'il y a des animaux dans votre jardin, ben, le voisin, il ne le saura jamais. Bien. Donc, à ce moment-là, on décide de partir donc, en 2005 au Texas pour une première expédition. Alors, de cette première expédition, nous allons ramener quelques témoignages, je vais dire même de témoins totalement imprévus, et en tout cas une empreinte de pied nus, de taille humaine ici. Hein. Alors, bien sûr, au Texas, il n'y a personne qui marche à pieds nus, certainement pas dans la forêt. Donc, c'est une taille adulte, mais de taille humaine, ou du moins de grand adolescent. Alors, on en a pris quelques mesures. Alors, il y a un autre événement qui va nous arriver, et cet événement est dû à un témoin totalement incongru, si je peux dire, et imprévu. C'est qu'un soir, en fait, on faisait des roulements nocturnes pour observer le camp alors que nous étions dans nos tentes. Hein. Donc, on faisait un affût quelque part à partir de notre tente. Et moi, Léon venait de prendre son affût. J'étais sur le point de m'endormir ou j'étais même endormi quand, à un certain moment, on entend pleurer un chien. Alors, il faut dire qu'il y a le matin même ou la veille, on avait vu des cavaliers traverser la forêt, très bruyamment, des chiens aboyer, etc. Et en fait, nous renseignant chez les gardes forestiers, chez les park rangers, ils nous disent qu'effectivement, les fermiers organisent régulièrement des chasses débattues, des chasses à coups, pour capturer des cochons sauvages, donc des sanglochons, qui sont des croisements entre sangliers et cochons, qu'on a relâchés, que les Européens ont relâchés à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, afin de les chasser. Bon, voilà. Bien, ça peut être contestable, mais le fait est là. Et qu'actuellement, au Texas, il y a, aux dernières nouvelles que j'avais, quelque chose comme 2 millions de cochons sauvages. Ouais. Oui, c'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et de temps à autre, ben, ils organisent des chasses à ce niveau-là. Alors, D'accord. donc, ils perdent des chiens qu'ils récupèrent par la suite. Voilà, et ce que je viens de dire aura une importance dans la suite de mon court récit. Donc, on entend ce chien pleurer, et puis moi, je me réveille, je dis, Léon, tu as entendu? Oui, qui me dit, et j'ai vu, il y a quelques minutes avant, une forme humaine derrière le buisson qui se déplaçait. Et ça avait nettement plus de 2 mètres. Bien. Alors, le chien en question, j'observe le chien, tout ça, j'ai un film là-dessus si je le retrouve. Et le chien fait le tour du camp, va voir les restes de nos repas. Et malheureusement, nous étions à la veille de notre départ et donc nous avions tout vidé, sinon on lui aurait donné quelque chose à manger. Et puis, il vient se coucher près de notre feu et passe la nuit là. Mais je l'avais déjà observé réfugié sous le véhicule. Il s'était réfugié avant de sortir pour explorer le camp. Il s'était réfugié sur le véhicule. Je voyais 2 yeux lumineux, bien sûr, avec ma lampe sous
tout le véhicule. Et donc, le lendemain, ce chien, heureusement, il avait un collier avec le nom du propriétaire et avec un numéro de téléphone. Et ce chien était légèrement blessé, c'était pas grave, il avait une partie de peau qui était arrachée au poitrail, ça ne saignait pas. Un vétérinaire m'a dit que ce n'était pas grave, suffisait de recoudre, il n'y avait pas de danger. Et ce chien donc vient près de nous, là on lui donne ce qu'on a et on prévient son propriétaire que nous connaissions parce que c'était un gars, un fermier de la région qui passait de temps à autre au camp et avec qui nous discutions. Et nous le prévenons et il vient récupérer son chien avec les autres. Et on lui parle de notre événement. Oh, il dit, il ne dit rien. Je crois que lui ne dit rien. Et quelque temps après, Louis, je crois qu'il dit oui, je sais, ou quelque chose, yes, I know, quelque chose comme ça. Et quelque temps après, c'est son petit-fils que nous connaissions aussi qui arrive. Le gamin, il a 16 ans. Vous savez qu'aux États-Unis, on peut conduire à l'âge de 16 ans. Hein. Donc, il arrive avec un pick-up et on lui reparle de la chose. Oh yes, I know. It's a large shoulders. Il dit, oh oui, je sais, il a de larges épaules. Et some people said, saw that. Il y a des gens qui l'ont vu. Et ça se limite à cela. Donc, et je crois qu'il ajoute même, that's Bigfoot. Donc, voilà, donc on a cette information. Quelque chose. Ah, d'ailleurs, on va retrouver le cadavre d'une truie, donc d'une femelle de sanglichon dans la forêt, une charogne. On a été attiré par les photos, on va le voir. Je ne dis pas l'odeur, hein. Bon, ça c'est une autre chose, ça vaut le coup. Et cet animal a été éventré visiblement et dévoré en partie. Enfin bon, j'ai des photos aussi. Et je suis d'ailleurs impressionné par la taille de cette femelle. Quelle taille devait avoir le mâle ou doit avoir le mâle à côté. Donc, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas ce que j'ai devant l'écran. Il y a quelque Ah oui, chose vous avez quelque chose qui est apparu sur la caméra, j'ai l'impression. Ah ouais, ça va. Ça s'appelle Mosca domestica. Donc voilà, se termine 2005 notre expérience au Texas. On retournera en 2006, en 2007 également. En 2007, on aura une surprise, c'est que on ne trouve plus de cochons, de traces de cochons dans la forêt, parce que antérieurement au point d'eau et sur les sentiers, on voyait des traces de cochons, donc des sabots fendus, typiquement. On croisait énormément, en 2005, on avait croisé énormément de biches de cerfs de Virginie, de biches suitées, donc avec des fends, énormément. À chaque sortie, on en trouvait, si je dis 5, c'est peut-être même en dessous de la réalité. Donc, on en voyait énormément. Ce jour-là, cette année-là, en 2007, on n'en a croisé que 2. On s'en inquiète auprès des gardes forestiers qui nous disent « Ah oui, mais non, on a eu en cet hiver-ci, on a fait des chasses sur le cochon. » Donc, on était vers le mois de mai, hein, avril-mai, et cet hiver-ci, on a éliminé tous les cochons de la forêt. Un peu idiot. Et donc, je suppose que tous les animaux ont été traumatisés, que les cerfs ont déménagé aussi. Alors, le cerf de Virginie est un petit cerf. C'est d'ailleurs Bambi dans le dessin animé Walt Disney est un cerf de Virginie qu'au Québec on appelle chevreuil pour donner un peu la dimension entre le grand cerf wapiti et ce cerf-là. Donc c'est un peu plus costaud que nos chevreuils chez nous, mais c'est proportionnellement à peu près la même. Dans les mêmes mesures. Mais c'est un peu plus grand et un peu plus lourd. Mais c'est pour ça que les Canadiens l'appellent chevreuil. Mais bon, quand vous entendez un Canadien qui vous parle du chevreuil, c'est pas notre chevreuil, c'est le leur. Quoi, hein. Bien, donc, alors, des chevreuils, entre guillemets, ben, on n'en voit plus. L'explication des park rangers, effectivement, qu'ils ont éliminé tous les cochons, qu'ils ont organisé des battues tout l'hiver et compagnie, ce qui a traumatisé, je suppose, aussi les autres animaux. Donc, nous décidons, s'il n'y a plus de cochons, il n'y a plus de proie, donc Bigfoot va aussi avoir déménagé éventuellement à ce moment-là, et nous décidons de nous reporter vers une autre région. Et il se fait qu'en 2006, j'avais moi-même été au Canada, en Colombie-Britannique, rejoindre un collègue canadien que j'avais rencontré dans tout à fait un autre cadre,
toujours en cryptozoologie, en Norvège, l'année précédente ou 2 années avant, lors d'une expédition sur un monstre lacustre là-bas. Mais donc, je vais voir le collègue en question et nous décidons d'aller une après-midi faire une visite au Sasquatch Provincial Park. Ça ne s'invente pas. Le parc provincial Sasquatch. Ça ne s'invente pas. Et nous trouvons, à ce moment-là, on fait le tour du lac. C'est un petit lac, en gros étang, disons, chez nous. Il n'est pas très profond, je crois qu'il a 5 mètres de profondeur. Il n'est pas très grand. Les moteurs, les véhicules à moteur sont interdits. Et on décide de faire le tour du lac. Et arrivé de l'autre côté, vraiment au point opposé de notre arrivée au lac, il y a une roselière et je trouve une première empreinte. Je passe donc dans la boue, je passe la roselière et sur le sable, je rencontre, et là j'ai donné les photos, je rencontre une série de trois plutôt, empreintes de pieds nus, mais de taille enfant. Donc là, j'ai donné la photo en question. Là, voilà, c'est celle-là. Alors ça, c'est une des photos que j'ai. J'en ai 2 autres. Mais voilà, donc c'est un pied de type humain. Alors j'ai un collègue qui a étudié l'affaire. On a étudié. Ce n'est pas un pied d'enfant humain, d'après lui, très caractéristiquement. Donc voilà, c'est un pied qui ressemble à un pied humain avec 5 orteils et tout. Nous rentrons suite à cela, suite aux photos que je prends là. J'ai malheureusement, à l'époque, pas eu le réflexe que j'aurais aujourd'hui de prendre la mesure exacte du pied avec un objet quelconque, ce qu'il faut toujours faire. Si on a un briquet en poche, si on a un bic, si on a un objet de taille standard, si on n'a pas de mètre, on le met à côté. Comme ça, on a l'échelle et on peut retrouver, puisque ce type d'objet ont des tailles standards, on peut le retrouver une fois revenu, on peut le retrouver. Bon. Mais là, par exemple, Ne jamais mettre une main, ne jamais mettre un pied, parce qu'on a des différences de taille entre les pieds et les mains chez chaque être humain. Et ça, c'est pas une valeur qui est valable. Beaucoup de gens le font, mais ça, c'est pas une mesure qui est valable, puisque ce n'est pas standard. Et là, par exemple, sur l'empreinte que l'on a vue en photo, elle mesurait combien à peu près selon vous, selon vos souvenirs? Selon mes souvenirs, elle devait mesurer peut-être une quinzaine, vingtaine de centimètres, mais j'arrive plutôt vers le 15, quelque chose comme ça. Alors j'estime que c'est peut-être en comparaison humaine le pied d'un enfant de 7 ans ou de 8 ans, quelque chose comme ça, probablement. Donc dans cet ordre-là, quoi, hein. Mais alors, qu'est-ce qui fait que justement Alors, ce n'est pas un pied d'enfant, mais quelque non, chose mais parce que pour accéder à cela, d'abord l'empreinte n'était pas si ancienne que cela, il faut un enfant ne pourrait pas aller tout seul là-bas, c'est trop compliqué. Traverser le lac, il devrait le faire à la nage ou en canot. Je ne vois pas un enfant de 7-8 ans le faire. D'autant plus que nous allons nous enfoncer un petit peu plus, ça c'était donc sur une plage, nous allons nous enfoncer un peu plus dans la forêt. Là, je tombe à ce moment-là sur une coulée. Une coulée, c'est un endroit où est passé un animal, hein, où l'herbe, où les branches, enfin bon, sont écrasées. Et donc, c'est le passage, la marque d'un passage d'un animal. On trouve ça dans nos forêts, par exemple. Voilà. Prends la coulée en question et de l'autre côté, je trouve une grande empreinte. Alors là, j'ai la photo de la grande empreinte en question, faite en 2006. Alors, c'est celle-là, c'est celle-là. Alors bon, je vois qu'ici elle est un peu floue, j'en ai de meilleures, mais enfin bon, soit peu importe. Donc j'ai cette grande empreinte. Là, je prends les mesures en question, avec à côté une boussole, et j'avais des mètres avec moi justement, donc je prends cette mesure. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'elle a 46 cm de long et 23 de large. Donc là, on voit bien, et c'est vrai que là, vous aviez mis un mètre, etc. Donc... Exactement. Et au niveau du talon, qui est dans l'ombre, j'ai mesuré aussi, j'ai des photos, je ne les ai pas données, mais c'est pas très grave. J'ai des photos qui montrent qu'il y a une profondeur de 8 à 10 cm. Et que visiblement, il y a une bascule vers le talon et un enfoncement au niveau des orteils.
Au milieu, c'est beaucoup plus fin en question, c'est beaucoup plus fin. D'ailleurs, il y aura une anecdote à ce sujet-là. C'est beaucoup plus fin. Donc, c'est comme s'il avait appris sur le talon, plus ensuite appuyé sur les orteils pour pouvoir monter de l'eau sur la berge. Hein. Donc, il y a le système de basculement qui me semble très net là-dessus. Mhm. Alors, on remarquera aussi sur l'empreinte l'absence de voûte plantaire, ce qui est une caractéristique de l'empreinte de Bigfoot Sasquatch. Chez nous, nous avons une voûte plantaire qui se marque dans nos empreintes. Quand vous sortez de la douche, par exemple, et que vous marchez pieds nus sur une surface d'un carrelage ou un bois, ou une planche, vous voyez nettement chez nous, sauf chez les gens qui ont un pied plat, mais sinon nous voyons normalement la trace de la voûte plantaire. Mhm. Eh bien, chez le Sasquatch, elle n'existe pas. Chez le Bigfoot Sasquatch, elle n'existe pas. Autre caractéristique, c'est que la largeur aussi est à peu près la moitié de la longueur. Donc, dans ces proportions-là, j'ai dit qu'elle avait 46 cm de long et 23 de large. Donc, ça faisait la moitié exactement. Chez nous, sur une empreinte d'Homo sapiens, c'est à peu près un tiers de la longueur. Donc, voilà. Alors, quand je dis 46, ça peut être 47-23, ça peut être 44-22, 45-22. On est dans ces proportions-là, quoi. Hein, selon les caractéristiques individuelles, car chaque empreinte, comme chez l'humain, a des caractéristiques personnelles. Chez l'humain, chez Homo sapiens, donc chez nous, nous n'avons pas deux pieds identiques. Chez aucun être humain, on a des différences. Et c'est ce qui permet de reconnaître, tiens, voilà, c'est Isabelle qui est passée là, tiens, c'est Marc qui est passé ici, ah ben là, c'est peut-être Brigitte, parce que les empreintes sont tout à fait différentes, que ce soit dans la forme des orteils, que ce soit dans la forme de l'empreinte, etc. Au-delà des empreintes digitales, hein, qui est encore Mhm. autre chose. Mais déjà, à l'œil nu, on peut voir qui est qui, rien que par l'empreinte. Et Et compris, Eric, par exemple, sur une empreinte qui est comme ça, de cette taille, on estime que la créature mesurerait combien? Parce que pour avoir alors, un... on a fait des calculs, mon collègue Michel Rénal a fait des calculs à ce niveau-là, et on arrive à des tailles de 2,40 m, 2,50 m dans cette zone-là. Donc ici, il s'agirait, et je mets toujours ça au conditionnel puisque je n'ai pas vu la créature, mais il s'agirait d'une empreinte de mâle. Les empreintes de femelles seraient probablement plus petites. Il y a un dimorphisme sexuel comme il existe chez nous également, quoi. Hein. Et c'est ça qui fait que quand on a un témoignage et que des témoignages ne sont pas semblables, sont différents, c'est une valeur, pour moi, et pas que moi, c'est une indication d'authenticité. Si quelqu'un dit, ah, moi, ma créature, elle était comme ça, et que le voisin dit, ah, ben, oh, la mienne était comme ça. Et si c'était des témoignages uniformisés, si c'était des témoignages Hmm. tous identiques, absolument identiques, que ce soit de la couleur du pelage, que ce soit en taille, que ce soit en morphologie, etc., il y aura un doute quelque part. Hein. Hmm. Ici, vu les différences de témoignages, ou parfois même les correspondances de témoignages, si deux personnes qui ne se connaissent pas ont le même témoignage dans la même région, ils ont peut-être observé le même individu ou un individu proche, un frère, peut-être un cousin, une sœur, mais un individu proche, voilà, ou de la même famille. Hein. Donc voilà. Donc ça, ce sont des indications qui pour nous sont quand même importantes et excluent le canular dans les témoignages. Parce que Hmm. s'ils étaient tous identiques, ça poserait un problème. Hmm, bien sûr. Voilà, alors 2006, donc on décide de retourner là-bas. En 2007, en fait, on va retourner en 2008 exactement, puisque j'ai Mhm. dit, OK, moi j'ai trouvé des choses en 2006, retournons là-bas. C'est ce qu'on a fait en 2008. Là, j'avais besoin de contacter quelqu'un d'autre. J'ai contacté une personne qui m'a envoyé vers une autre personne en disant non, dans ma région, c'était au nord de la Colombie-Britannique, plutôt au nord-est côté des Rocheuses, il m'a dit non, le mois de mai, c'est pas la bonne saison, là, c'est la fonte des neiges, il y a de la boue, etc. C'est difficile d'accès. Adresse-toi plutôt à un collègue sur la côte ouest. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis entré en contact avec le dénommé Robert Kennedy. Non, non, c'est pas le frère du président John Kennedy. Non, 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 non. Et donc, il nous a amenés sur des terrains que lui connaissait. Nous avons vécu des expériences tout à fait extraordinaires. Je suis retourné en 2009, j'ai vécu d'autres expériences extraordinaires. On a trouvé
quelques empreintes de pas, mais on a surtout eu des contacts auditifs avec des individus. On vient faire sa photo. Donc, j'ai vécu une expérience qui, pour moi, m'a convaincu totalement. Alors, on a eu des coups dans les arbres. J'en ai eu en 2019. Alors, quand on est tout seul au camp à la tombée de la nuit et que ça fait boum dans un arbre comme un coup de collier et qu'il y a de l'autre côté, à quelques dizaines de mètres, il y a boum, de nouveau un autre coup. Donc, on a deux individus qui se répondent. On est tout seul au camp en pleine nuit. On n'a pas de véhicule pour dégager. On n'a rien. On n'a même pas un cheval. On se dit à un certain moment, comment vais-je passer cette nuit-ci? Alors, la nuit, il n'y a pas jamais eu de problème, mais quand même, quand on voit le soleil qui tombe et qu'on entend que ça bouge autour de vous, on a eu en 2008 aussi le cas plusieurs fois de coups dans les arbres, mais là, on était plusieurs, y compris des visites autour de notre camp, bien bruyantes, de choses j'allais dire de choses parce qu'on ne les a pas vues, qui se déplaçaient dans les sous-bois et dans les buissons. Léon, qui était avec nous, donc je parlais tout à l'heure, a même eu une observation alors que nous étions en forêt, a même eu une observation à travers son appareil de vision nocturne. À l'époque, on n'en avait qu'un seul, maintenant on en a plusieurs, parce que je me suis équipé au fur et à mesure aussi, bien sûr, au fur et à mesure. Et il a vu une forme se déplacer dans les arbres, enfin sous les arbres, alors que nous étions en forêt. Alors, il n'y a personne qui, en tant qu'humain, ne peut se déplacer sans un appareil de vision nocturne en pleine nuit, en pleine forêt canadienne, sous les conifères. Et en silence, c'est impossible. Essayez de le faire, c'est impossible. Vous ferez du bruit, vous vous prendrez une pelle dans le noir. Non, c'est risky business hein, de faire ça comme ça. Et si vous avez un appareil de vision nocturne que quelqu'un d'autre en a, ben, vous êtes repéré d'office, quoi. Et si vous avez une lampe de poche ou un casque ou une lampe sur le front ou n'importe quoi, ben, là, bien sûr que vous êtes repéré. Donc, il faut vraiment quelque chose. Cette forme était vraiment autre. Et quand je dis autre, moi, ils me disent elle avait une forme humaine, voilà. Donc, une silhouette humaine, mais plus grande. Donc, nous étions entourés visiblement d'un Sasquatch qui se déplaçait en même temps que nous, mais que nous ne pouvions pas repérer si nous n'avions pas d'appareil de vision nocturne. Voilà. Mais c'est quand même incroyable ça, Eric, d'avoir une créature qui est aussi grande, qui est quand même imposante, mais qui est capable de se déplacer de façon Oui, aussi, alors non, c'est pas extraordinaire du tout. Ceux qui connaissent la nature savent très bien que d'abord les animaux savent très bien se cacher. D'abord, ils connaissent parfaitement bien leur environnement, aussi bien que moi, ma chambre. Je pourrais me déplacer à la limite la nuit dans ma chambre sans me cogner, parce que je sais où se trouvent toutes les choses. Mais donc ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, ils ont un pelage qui varie, parce qu'ils sont velus, hein, bien sûr, ils ont un pelage qui varie entre, d'après les témoignages, entre le blanc et le noir. Alors, ceux qui ont les individus qui ont des poils, un pelage, alors, je remonte un petit peu, ceux qui auraient un pelage gris, qui auraient un pelage blanc, ce seraient des individus âgés, comme chez nous. On blanchit les d'accord. cheveux aussi quand on vient. Ben oui, certains un peu Donc plus tôt que d'autres, mais voilà. Donc, à ce moment-là, donc ce sont des individus âgés. Alors, la moyenne, c'est entre le gris, le roux, le brun, le noir. Ça, ce sont un peu comme chez nous aussi. Nous avons dans nos poils et dans nos cheveux des couleurs différentes. Eh bien, je vous défie de voir un animal, à moins d'avoir de bons yeux et de savoir ce que l'on cherche, qui a ces couleurs-là, parce que dans les forêts, il y a la couleur des arbres, il y a les pénombres, il y a des zones d'ombre, et tout cela, ils peuvent se cacher dedans. D'ailleurs, nos animaux, en tant que camouflage, ont la même chose. Le chevreuil, chez nous, il est brun, le cerf, il est brun. On a aussi beaucoup d'animaux bicolores, brun, noir, et bien tout ça dans les jeux d'ombre, sous les feuillages, etc. Mais ils passent inaperçus.
On peut passer à côté sans même les voir. Il ne faut pas aller chercher du Bigfoot pour ça. Il suffit d'aller dans nos forêts, voir des cerfs, voir d'autres animaux, des sangliers, etc. Ils peuvent très bien passer inaperçus, alors sans aucune difficulté. Donc, et alors, petite anecdote aussi. Quand on était près, en 2006, quand on était près quand on avait trouvé nos empreintes là près de l'étang en question, du lac en question, on est revenu le lendemain pour faire des moulages. J'ai fait des moulages, un moulage, et il y avait un couple de pêcheurs, de personnes âgées qui pêchaient sur la plage à l'endroit où la veille j'avais trouvé ces empreintes de pieds d'enfants. Et je me suis approché d'eux par derrière, camouflé par le feuillage de la forêt, et je suis resté à les regarder. Jamais ils ne m'ont repéré. Et donc, Hmm. à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas, Bigfoot ferait la même chose avec nous. Nous observer alors qu'on est dans un camp, nous observer à travers le feuillage ce que nous faisons comme activité au sein de notre camp, parmi les tentes et compagnie. Hmm. Donc, ça, c'est tout Mais à fait possible, quoi. ouais, mais on retrouverait quand même. Pourquoi on retrouve pas, par exemple, bah, justement, du pelage coincé sur une Alors, branche, des alors, excréments, parce que ces oui, animaux-là, alors forcément. effectivement, d'abord pour une autre chose, pour trouver un élément, il faut le chercher. Mhm. Et alors quand je dis qu'il faut le chercher, ça veut dire que des touffes de poils, pas, si on ne la cherche pas, on ne la trouve pas. Le promeneur va pas se demander, tiens, je trouve une touffe de poils, Oui, une touffe de poils. Alors effectivement, il y a eu des poils qui ont été récoltés. Alors certains des poils ont, alors je vais expliquer une chose après. Certains des poils ont été identifiés comme étant des animaux connus, de l'élan, du cerf, etc. Effectivement, donc il faut encore les chercher pour pouvoir les... Et ça, c'est quand au moment où l'animal se gratte contre le tronc d'arbre au moment des muets et compagnie, ou pour marquer Mhm. leur territoire, hein, en ce qui concerne les sangliers et les cervidés. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de sangliers au Canada, hein, mais à ce moment-là, ils marquent et ils laissent du poil sur le tronc des arbres, etc. Bon, ça c'est d'abord une chose. Deuxième chose, qu'est-ce que j'allais dire en plus? Donc, il faut chercher le poil. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va obtenir avec un poil? Même si c'est un poil de Sasquatch, qu'est-ce qu'on va obtenir en fait? Est-ce qu'on peut pas faire Ah, des recherches ADN pour essayer de il y voir? a- ah ben justement, on va y arriver. D'abord, il y a eu il y a eu des poils de Sasquatch, et j'ai des photos dans certains ouvrages qui ont été analysés au microscope dans les années 70, dans les années 80, donc avant l'ADN. Et on voit que la structure est nettement différente d'une structure de poil humain, d'une structure de poil animal, quel qu'il soit l'espèce, et même d'un poil synthétique, parce que là, le poil synthétique, on le voit nettement que c'est du poil synthétique. Dans la forme du poil, on ne va pas entrer dans ces détails-là, on pourrait en revenir une autre fois, mais on voit nettement la différence. Et effectivement, il y a eu plusieurs poils qui n'ont pas pu être attribués à un animal connu, du moins dans la région, et même Hmm. pas dans la région connue. Alors, on revient sur l'ADN. Ok, on va prendre un de ces poils. Dans le temps, enfin, quand je dis dans le temps, c'est pas si longtemps, il fallait un bulbe pour pouvoir faire l'analyse. Maintenant, il y a des techniques modernes récentes où le bulbe n'est pas nécessaire à 100%. Donc, on D'accord. va faire une analyse ADN. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme réponse? Primate. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, on élimine tout ce qui est cervidé, on élimine tout le reste. Primate. Qu'est-ce qu'on va pouvoir savoir? Pas grand-chose de plus. Primate, on va voir donc dans les bases de données, et il y en a plusieurs, si ça correspond à un primate connu, chimpanzé, gorille, orang-outan, etc., bah, on ne le trouve pas. Ok. Mais si je donne un poil comme ça, il faut qu'il soit que l'origine en soit marquée. Alors, moi, je peux donner un poil en disant que ça vient du Canada. C'est bon, ça, c'est ma parole contre les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir? Primate d'origine inconnue. Mais bon, on va pas aller beaucoup plus loin. Hmm. Donc, Ouais, mais j'aurais pas la réponse. J'aurais pas la réponse. Moi, je dis que c'est un poil de Bigfoot, de Sasquatch, mais scientifiquement, rien ne le oui, dit. mais par exemple, mais oui, mais de retrouver du poil de primate en Amérique du Tout ce qu'on, Nord, oui, là, mais tout ce qu'on dira, c'est primate non humain. et oui. Hmm. Bon, c'est tout.
Mais rien ne dira, c'est moi qui déduirai que c'est du Oui, il y poil aura de pas marqué Sasquatch. Bigfoot, quoi. Oui, oui, bien Il n'y aura sûr. pas marqué Mitchou. Tandis que si vous avez un poil de chimpanzé ou un poil de gorille, là, nous l'avons dans la base de données puisqu'il est reconnu, et le poil sera identique à un poil de chimpanzé, et donc nous saurons que le poil que j'ai est un poil de chimpanzé puisqu'il est dans, je vais dire, le listing des Hmm. espèces connues. Mais ici, quand il s'agit d'une espèce non répertoriée, la réponse, elle va être primate inconnu, d'origine inconnue. Hmm. Il n'y aura que ma parole pour dire, ou peut-être la parole des gens qui seront avec moi pour dire, ça vient du Canada, ça vient des États-Unis, ça vient de telle région, etc. Mais scientifiquement, il n'y a rien qui me... Ici, on sait que les chimpanzés vivent en Afrique. Ça, on le sait. Scientifiquement, il n'y a pas de problème. J'ai un poil de chimpanzé, donc il y a de grandes chances qu'ils viennent d'Afrique, à moins qu'ils Hmm. viennent d'un zoo. Ça, c'est Oui, possible aussi. Mais bien sinon, sûr. géographiquement, les chimpanzés sont en Afrique, on sait que c'est en Afrique. Les orang-outans sont en Asie, on sait qu'ils sont en Asie, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On connaît l'origine. Peu importe qu'ils soient dans des zoos ou pas, on sait que Hmm. l'origine de l'espèce est l'Afrique et l'Asie. Tandis que le Sasquatch ou le Bigfoot, c'est rien. Tout ce que je peux dire, primate d'origine inconnue. Hmm. Primate d'espèce inconnue et d'origine inconnue. Ça, c'est ce que la science va me dire. Alors, c'est une indication, mais je ne vais pas être beaucoup plus avancé. Sauf si, bien sûr, je ramène avec mon poil un cadavre. Là, Oui. c'est encore une chose. Ça, c'est encore autre chose. Mais jusqu'à ce moment-là, et là encore le cadavre, on nous dira, ah oui, on a un primate inconnu que l'on peut étudier et on peut lui donner un nom, mais on n'a pas encore nécessairement l'origine. Sauf si on parvient avec cet ADN d'avoir un ADN environnemental. Donc, et ça, on commence à travailler là-dessus. Mhm. On l'a fait pour le Loch Ness récemment. Donc, quand nous marchons sur une surface, quand nous touchons un objet, d'autant plus quand nous sommes à pieds nus, pas bien sûr que si nous avons une bonne paire de chaussures, ça c'est différent, mais tout ce qui est en contact avec notre peau laisse de l'ADN. Ainsi, dans un lac, par exemple, c'est ce qu'on a fait au Loch Ness, on a étudié l'eau du lac et on a pu extraire tous les ADN des espèces qui s'y trouvaient. Pourquoi? Parce qu'on laisse des fragments de peau, on laisse des fragments de sueur, on laisse dans un lac, les animaux et dans la forêt laissent des excréments, Mhm. laissent des hormones, laissent des fluides et des substances variées et diverses et qui sont différentes selon les espèces en présence. Donc, dans un lieu défini, on peut savoir quelles sont les espèces qui ont fréquenté ce lieu à un moment donné. C'est-à-dire, on peut savoir s'il y a du cervidé, quel cervidé, des mustélidés, donc des belettes, des putois, etc., etc., etc. Donc, on peut tout savoir. Donc, si je ramène le cadavre avec des feuilles dans le pelage, avec de la terre sur les pieds, par exemple, là, on va pouvoir savoir de la terre d'où elle vient, et on va pouvoir se dire, OK, ce primate vient effectivement de telle région du monde. Parce que ça, on peut le savoir avec Mhm. les graines qui se trouvent, avec l'ADN des arbres, enfin avec tout ce qui se trouve dans ce substrat qui a collé au poil, qui a collé aux mains, aux pieds, tout ce que vous voulez. Eh bien, là, on va pouvoir savoir l'origine du cadavre en question. Hmm. Mais un poil simple ne me donnera pas beaucoup d'indications, plus que primates d'espèces inconnues, d'origine inconnue. C'est tout. Et là, je D'accord. ne serai pas beaucoup plus avancé. Voilà. Mais Eric, du coup, ça veut dire que ces créatures, faut bien qu'elles se reproduisent. Donc, il y a plusieurs individus, il doit y Bien avoir des sûr, petits. bien Donc, il y en sûr, a qui bien sûr, meurent. Donc, pourquoi on bien retrouve sûr. jamais de squelettes, de Alors, cadavres, alors, comme on retrouve ceux alors, d'un cerf ou d'un chevreuil alors, la réponse est simple. D'abord, prenons une comparaison, c'est l'ours. Hmm. Alors, je prends l'ours spécialement, ou les ours, parce qu'il y a plusieurs espèces d'ours en Amérique, notamment. Chez nous, on n'a que de l'ours brun, Ursus arctos, avec des sous-espèces. Mais là-bas, il y a plusieurs espèces d'ours. Je vais même dire trois. Alors, quand je dis chez nous, en Europe, s'il faut compter l'ours polaire, on en aurait deux espèces. Mais en Amérique, on en a plusieurs. Il y a l'Ursus americanus, ou Ursus americanus, qui est l'ours américain, l'ours noir. On a différentes espèces d'Ursus arctos, donc des sous-espèces de l'ours brun. Le grizzly, par exemple, est une sous-espèce. Le Kodiak est une Mhm. sous-espèce aussi. Et on a le troisième, c'est l'Ursus maritimus, qui est l'ours polaire, hein, l'ours blanc. Mais donc, ça, alors,
je voulais dire que jamais on n'a trouvé de cadavre d'ours en forêt. Ça, c'est déjà une chose. Tous les cadavres d'ours, les squelettes d'ours qu'on a, ce sont des ours qui ont été chassés. Et donc, à ce moment-là, et ça, c'est une certitude. Deuxièmement, nous avons un environnement qui est très actif et nous aurons vite les charognards qui viendront se nourrir de toutes sortes. Ah oui, c'est de la viande bon marché, puisqu'on n'aura pas dû la chasser, d'autant plus si elle est fraîche. Ça, c'est une réponse. Donc, et j'ai l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure avec ma truie en question trouvée au Texas, qui devait déjà avoir quelques jours, qui avait été bouffée par pas mal d'animaux. Tous les organes internes n'y étaient déjà plus. Donc, il n'y avait plus que la carcasse extérieure, déjà en décomposition. Et on est repassé 3 jours après, il n'y avait plus rien. Mais plus rien. Une trace noire au sol, on aurait pu effectivement prélever de l'ADN à ce moment-là, mais c'est tout ce qu'il y avait. La zone avait été entièrement nettoyée en 3 jours, alors que c'était une bête qui devait peser 250 kilos peut-être à l'état vivant. Tout avait été nettoyé. Donc, ça va très vite, le nettoyage. Alors, il faut que quelqu'un tombe dessus. Alors, les forêts là-bas sont immenses. En Colombie-Britannique, 63% du territoire sont occupés par de la forêt, et je ne parle pas du reste du Canada. C'est pas parce que sur la carte vous avez une petite tache qui est une forêt que quand vous y êtes, c'est petit. Moi, en Californie du Nord, je me suis retrouvé avec une forêt. On a traversé cette forêt pendant des heures, on n'a vu personne, et ce n'était que du bois. En Colombie-Britannique, c'est pareil. Alors, vous imaginez, en Colombie-Britannique, il y a 4,5 millions d'habitants à peu près, dans une forêt, sur un territoire qui a 2,5 fois la taille de la France. 4,5 millions d'habitants, c'est la population ici de la Wallonie, du sud de la Belgique, hein, sur un territoire qui a 2,5 fois la taille de la France. Alors, avec une forte population dans les grandes villes, comme Vancouver, il y a 2 millions d'habitants. On retire des 4,5 millions, 2 millions d'habitants, il reste 2,5 millions d'habitants pour le reste, avec 350 000 habitants, à Victoria, qui est la capitale provinciale. Donc, vous retirez 2 350 400 000 habitants des 4 millions, 4,5 millions, il n'en reste plus beaucoup pour couvrir le reste du territoire. Faut-il encore que ces gens aillent se balader tous les jours en forêt? Là, on rentre dans des proportions pas possibles. Donc, il faut le hasard de tomber dessus. Oui, c'est ça, j'allais dire, ça peut être le hasard lors d'une chasse ou quelque chose comme ça. Voilà, qu'on soit justement à ce moment-là. Alors, comme je dis, les forêts n'ont rien à voir avec nos petites forêts ardennaises. Hein. J'ai une petite forêt en comparaison. Déjà, nous, on trouve rarement des cadavres en forêt. J'en ai déjà rencontré rarement. Parfois, c'est arrivé, mais c'est rare. Des squelettes encore moins, mais c'est arrivé. Donc, tout est vite dispersé par les charognards. Et puis, le travail de tous les nécrophages, insectes, bactéries, etc. Et tout est disparu. En 2 jours, 3 jours, il n'y a plus rien. Hein. Deuxièmement, il y a des témoignages qui parlent que les Sasquatch Bigfoot enterreraient leurs morts. Il y a quelques témoignages qui parlent de gens qui auraient observé des Sasquatch qui enterreraient leurs morts. Alors, si nous avons affaire... Alors, la raison, et ça peut être très simple, ils ont l'habitude de vivre ils sont des commensaux, comme on dit, de l'être humain, donc ils vivent près de l'être humain. Et quand je parle de l'être humain, je ne parle pas que uniquement des Blancs. Hein. Les Amérindiens sont là depuis plusieurs milliers d'années. Ils ont des récits concernant le Sasquatch dans leurs légendes. Alors, les légendes, je fais une parenthèse, sont soit la rencontre avec un Sasquatch est bénéfique, ou elle est maléfique. Et la plupart disent on n'en rencontre pas un dans une vie. Donc, en croiser un, ça porte bonheur, ça porte malheur selon les traditions. Et donc, là, ça se joue. Également, les témoignages jouent également. Donc, il y a des milliers d'années qu'ils sont en contact avec l'être humain, ont appris probablement à s'en protéger d'une façon ou d'une autre, par l'habitude. Et donc, enterrer leur cadavre serait peut-être une façon de dire on reste discret et on disparaît. Je ne vais pas aller jusqu'à des cérémonies religieuses, mais il y a des animaux qui ont aussi, vis-à-vis de leur mort, une espèce de déférence, notamment chez l'éléphant. On reconnaît que des troupeaux d'éléphants qui repassent dans des endroits où des éléphants de leur groupe sont décédés, ils s'arrêtent. À la limite, s'il y a des ossements, ils font ce qu'on pourrait
nous anthropomorphiser comme étant un hommage Mmh. aux ossements qu'elles ont, et puis ils continuent leur route. Donc il y a chez les primates, il y aurait aussi chez certains chimpanzés une conscience de la mort, une conscience. On a vu ça chez Washoe, qui était une chimpanzé captive dans les années 90. On lui posait la question à Washoe. Elle avait un bébé qui était décédé. Elle disait bébé est parti, bébé plus Ah oui. là. Donc, elle Mmh. avait une conscience de la mort quelque part. Alors, pourquoi pas chez un Sasquatch, Bigfoot, qui pour moi sont des créatures, d'après mon expérience et d'après ce que je lis, mais surtout mon expérience, beaucoup plus proches de l'être humain que le chimpanzé, qui est le bonobo, qui sont tout le temps génétiquement très proches de nous. Ils seraient Donc encore plus proches de nous. donc vous voulez dire par l'intelligence, il y aurait quelque chose d'encore plus, Oui, OK. ah oui, nettement. Il ferait même, et j'en aurais peut-être trouvé, je peux en montrer, j'en ai ici, il Ouais, suffit de me lever un peu, j'en ai ici un pas loin, justement. Ils seraient même capables de fabriquer des outils. Alors, des d'accord. outils, alors, peut-être deux sortes d'outils. La première sorte, ce seraient des outils en bois, donc périssable aussi sur la durée, Mmh. puisque c'est en bois, qui leur servira à déterrer des racines ou à déterrer des tubercules, etc. L'Australopithèque le faisait probablement déjà, et certains chimpanzés peut-être le font aussi dans certaines communautés, donc ça, c'est pas anormal. Et ils seraient peut-être même capables, selon certains collègues texans notamment, de tailler des outils en pierre. Alors, mais quand je dis tailler des outils en pierre, ça se résume à un galet qu'on taille d'un côté pour faire un tranchant. Mmh. C'est du niveau de l'Australopithèque, c'est pas du niveau de nos belles pointes de flèche du paléolithique européen ou nord-américain. Hein. Oui, ça reste très Euh, primaire, quoi. Oui, oui, Ça c'est reste très primaire. Et alors, pour l'anecdote, il y a très peu de temps, il y a 3 4 ans, a été découvert en Californie du Nord mmh. des squelettes préfossiles de mastodontes. Alors, le mastodonte, c'est un cousin du mammouth, donc, qui a disparu également, et dans un gisement. Et les paléontologues qui l'ont trouvé, donc qui ont trouvé ces ossements, ont remarqué que certains de ces os présentaient des entailles, comme des signes de découpe. Donc, il D'accord. se serait trouvé devant un atelier de boucherie. D'autant plus que, à côté de ces squelettes, ils ont trouvé des pierres taillées. Donc, ils ont dit, OK, ça a servi à dépecer Mmh. les cadavres de mastodontes. Alors, Ouais. savoir s'il était mort naturellement tué, peu importe. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il les a déroutés. Et bien sûr, quand on a une découverte aussi extraordinaire, c'est toujours contesté, c'est qu'ils auraient daté ce gisement à 130 000 ans. Donc, bien avant l'arrivée de l'Homo sapiens. Peu importe l'arrivée de l'Homo sapiens, ça c'est encore en discussion Oui. sur le sol américain. Ça, c'est un autre sujet, mais qui est lui-même en discussion parce que les scientifiques ne sont pas d'accord sur l'arrivée de l'Homo sapiens en Amérique du Nord. Il y a des dates qui varient, peu importe. Mmh. Déjà, mais là, 130 000 ans, c'est bien plus avant que les plus anciennes dates estimées de la présence de l'Homo sapiens en Amérique du Nord. Alors, leur question est, qui a fait ça? Moi, je dirais, et si vous veniez un peu regarder de notre côté, vous auriez peut-être la réponse, ou une partie de la réponse. Bon, Ouais. voilà. Donc, d'après mon expérience aussi de terrain, je dirais que si vous voyez un Sasquatch ou un Bigfoot, si vous vous rendez compte de la présence d'un Bigfoot dans vos environnements, c'est que lui, il a décidé. Et moi, j'ai vécu des expériences où visiblement, lui avait décidé d'entrer en contact avec moi. Pas en contact visuel nécessairement, ça c'est encore un autre Mmh. stade, mais en contact vocal, en contact, question de peut-être aussi voir ma réaction. Parce qu'on croit que c'est nous qui observons les autres, mais c'est aussi les autres qui nous observent. Bien sûr. Et alors, on dit toujours dans le milieu qu'un camp avec des femmes et des enfants a beaucoup plus de chances de voir autour de lui apparaître des signes de présence de Bigfoot au pluriel qu'un camp d'hommes. Pourquoi? Parce qu'un camp d'hommes, c'est un camp de chasseurs dans D'accord. l'esprit de Dans l'autre l'esprit, oui. côté.
Ça pourrait être un camp de chasseurs, effectivement. Et on peut remonter dans la préhistoire. Bon, peut-être que des expéditions de chasse étaient constituées d'hommes, mais peut-être de femmes aussi. Mais ça, c'est autre chose. Mmh. Ça, Non, mais on est peut-être que oui, les enfants ne montrent pas, Ah non, d'animosité, il y et a on pas a des de oui. témoignages, qui existent d'enfants qui rapportent qu'ils ont joué avec des enfants Bigfoot. Alors, il y a certainement un adulte toujours dans les environs pour surveiller ce qui se passe, mais que des enfants humains et jouer avec des enfants Bigfoot. Alors, quand je dis enfants, ils ont 5, 6, 7 ans, qu'ils aient joué avec des enfants Bigfoot. Il y a quelques témoignages à ce niveau-là, D'accord. effectivement. Euh, donc, parce que, effectivement, quand des femmes et des enfants, bon, ce sont des familles. Pour eux, ce sont des familles, c'est un clan, ce sont Il y a des pas de familles. danger, oui, Il n'y a particulier. pas de danger, ils Mmh. sont là pour mener leur vie comme ils le font depuis des milliers d'années. Alors, bon, ils ne savent pas si ce sont des copains, la même famille ou pas, ça, ils ne savent pas. Pour eux, c'est un clan et les Mmh. enfants sont les enfants des adultes du clan. Et donc, il n'y a pas de danger, ils ne sont pas là pour causer des problèmes. Des hommes Ouais, tout ouais. seuls, là. Ouais, c'est mais Même c'est quand si même c'est. bizarre Voilà. qu'on n'ait jamais eu de vidéo, de photos. Moi, c'est ça qui Si, m'interpelle dans ce si, si, sujet. si, 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 si. Ah, si, si, D'accord. si, si. Alors, on a une vidéo, c'est celle qu'on met toujours en avant. C'est la vidéo de Patterson Gimlin de Oui. 1967, d'octobre 67, qui a été longuement discutée de tous les côtés, mais qui reste aujourd'hui celle que, par des éléments qui sont dedans, doit être jugée comme authentique. Et c'est bien un Bigfoot qu'ils ont filmé. C'est pas un homme déguisé, c'est pas ce genre de truc, parce qu'il y a des éléments qui montrent que c'est bien un animal qui avait une fourrure collée à son bord. Vous mettez un costume, les muscles vont bouger sous votre costume, le costume va pas bouger avec vos muscles. Si vous avez une peau, Mmh. une réelle peau, les muscles vont bouger en même temps que la fourrure. Bon, et c'est ce qu'on voit effectivement dans le film. Il y a d'autres éléments. Il y a d'autres éléments de comportement qui indiquent que c'est pas un être humain qui se trouve dedans, mais que c'est bien Une un véritable, Bigfoot, enfin, ou un créature. primate qui se trouve dedans. OK. Alors, je suis tombé sur des ouvrages euh, récemment qui montrent que, y compris sur YouTube, Mmh mh. il y a des vidéos de très mauvaise qualité parce qu'elles sont prises à une trop grande distance, dans des conditions de luminosité défavorables et avec souvent aujourd'hui malheureusement des smartphones. Alors Oui. qui n'ont pas les téléobjectifs, qui n'ont pas des caractéristiques que pourrait avoir une caméra ou un appareil photo avec zoom et compagnie. Bien. Mmh mh. Où l'on voit des créatures qui se meuvent et qui font des choses qu'un être humain ne peut pas faire. Comme notamment, je me souviens d'une vidéo où on voit ce qui est l'ombre qui est filmée en train d'arracher un tronc d'arbre du style boulot, par exemple, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même de l'arracher, de le lancer à plusieurs mètres, comme le ferait un joueur des Scottish Games en Écosse, là, qui lance des troncs d'arbres. Ben, justement, l'auteur a fait la comparaison avec ces athlètes écossais qui, lors des Jeux écossais, là, qui jettent des troncs d'arbres. On n'est pas du tout, alors que ces gars-là sont des colosses quand même, je parle Ouais. des Écossais, on n'est pas du tout dans les mêmes performances. L'Écossais va lancer à 2 mètres, 3 mètres son tronc d'arbre, quelque chose comme ça. Là, on a des projections de 10 mètres, voire Ah au-delà. oui. Mmh. Donc Oui, là, donc il y a une on est force vraiment, ouais. hors norme par rapport à nous. Ce qui revient aux témoignages qui disent notamment, et le plus ancien témoignage, on n'en a pas parlé, d'où vient le terme de Bigfoot, qui est un témoignage de 1958, donc c'est là que naît le terme de Bigfoot, la naissance de Bigfoot, entre guillemets, Ah c'est oui, ces fameuses 1958. traces, Alors, si on revient, et ça a un rapport avec ce que je viens de dire, en 1958, un matin de mai 1958, Jerry Crew, qui est un ouvrier, qui est un conducteur de chantier d'engin de chantier sur une route qu'on est en train de creuser autour de Bluff Creek en Californie du Nord, arrive à son engin après le week-end et il voit des empreintes de pieds dans la boue de taille gigantesque. Au début, il n'y fait pas trop attention.
Et parce qu'il n'est pas là il n'est pas là pour ça, il est là pour travailler. Donc il monte dans son engin, il travaille avec son bulldozer, etc. Et c'est au retour de ces empreintes qu'il va commencer à se poser des questions, mais encore il va se dire ouais, c'est des copains qui veulent me faire une blague. Mais les copains, ben, ils ont la même chose. Et puis, il y a un de ses neveux qui travaille sur un autre chantier à plusieurs dizaines à 30 km qui dit non, on a vécu la même chose. Alors, il commence à s'inquiéter et la nouvelle va parvenir aux oreilles d'un journaliste qui s'appelle Franzoni, qui va venir l'interviewer. Il va publier dans la Gazette à Eureka. Ça va être pris ensuite par toutes les gazettes du monde entier, finalement. Et des gens vont venir, dont John Green va venir, qui est un journaliste canadien, il est patron d'un média local. Il va venir enquêter. On a des photos à ce niveau-là. On a des photos de ses empreintes qui sont gigantesques, effectivement. Et John Green, pourquoi j'en parle? Parce que John Green va consacrer tout le restant de sa vie à rassembler des témoignages, à enquêter. Il a publié plusieurs ouvrages, et notamment The Apes Among Us, qui est un ouvrage qui regroupe plusieurs centaines de témoignages pendant presque un demi-siècle. Il est décédé aujourd'hui, mais il n'est pas décédé il y a fort longtemps. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2003 en Californie du Nord, parce que je me suis déplacé jusque-là. Donc, moi, j'ai eu l'occasion lors d'un congrès de le rencontrer là. Mais en fait, voilà. Donc, le terme est Jerry Crew voyant ses empreintes, ou c'est Franzoni qui lui dit « Oh, that's huge. That's Bigfoot. » C'est vraiment un grand, that's a Bigfoot. C'est vraiment un grand pied, quoi. Hein? C'est gigantesque. That's huge. That's really a Bigfoot. Ou quelque chose comme ça. Qui dit donc c'est réellement un grand pied. Le terme de Bigfoot est resté de là. Alors, le terme de Sasquatch qui est utilisé plutôt au Canada. Mais bon, c'est la même chose. Vient en fait de Burns, d'un dénommé Burns, qui était dans les années 20 instituteur blanc, instituteur des Chialis. Les Chialis, c'est une bande, comme on dit là-bas, un groupe d'Amérindiens, hein, peu importe qui font de quel groupe ils font partie des Salish, mais peu importe. Donc, ils recueillent, ils s'intéressent aux légendes et aux traditions de ses élèves, et ses élèves lui parlent de Sasquatch, qu'il va traduire en Sasquatch ou Sasquatch, Ah, d'accord. qu'il va angliciser. Et il va demander qu'est-ce que c'est. Et on va lui raconter des histoires sur l'homme des bois, sur l'homme de la forêt, sur la femme des bois, sur la femme de la forêt, parce que parfois ils ont des noms différents pour un homme et pour une femme. Alors les noms sont variés selon les tribus, selon les groupes. Une anthropologue a recueilli dans un ouvrage, une anthropologue américaine, a recueilli dans un ouvrage plus de 100 noms différents chez les Amérindiens désignant ces créatures. Alors, les légendes, ce sont soit des témoignages indéfinis. Mon grand-père m'a raconté que mon père en a vu quand il était jeune, mais on n'a pas d'autres précisions. Mais est-ce que justement, c'est pas des légendes, c'est pas des histoires qui ont perduré avec le temps oui, effectivement, tu as des légendes à ce niveau-là aussi, surtout quand ils entrent dans des domaines où on les craint. Attention, on fait peur aux enfants, comme on fait peur aux enfants avec le grand méchant loup. On dit attention, si tu ne manges pas ta soupe, eh bien, le Sasquatch ou la femelle Sasquatch va venir te prendre et t'emmener dans la forêt pour te manger. Donc, mange ta soupe. Bon, il y a ça aussi chez eux, comme chez nous. Attention, le grand méchant loup va venir te prendre si tu ne manges pas si tu ne vides pas ton assiette. Hein. Oui, c'était un moyen de. Oui, c'était un peu la créature qu'on imaginait. Ouais, Alors, c'est ça. pourquoi ces créatures? Alors, dans toute la mythologie amérindienne, toutes les créatures sont des esprits. Tu as l'esprit du bison, tu as l'esprit du coyote. Donc, c'est le bison esprit, le coyote esprit, etc. Il y a des légendes autour. Coyote a des légendes. Alors, coyote, c'est un Prométhée un petit peu pour l'espèce humaine. Il a un double visage, un peu Janus et Prométhée. Il a apporté le feu à l'homme, mais aussi, à certains moments, il lui fait des tours pendables, un peu comme les démons chez nous qui font des blagues un peu douteuses, ou les lutins qui font des blagues un peu douteuses à l'être humain, quoi, dans les légendes. Hein. Bon, ça, coyote, donc, il a un double visage, quelque part. Tu as la même chose sur la baleine esprit. Et donc, tous les esprits de ces animaux ont
une corporation, je vais dire, dans l'animal réel. D'ailleurs, quand on tue un animal, on remercie l'esprit de l'animal de s'être sacrifié pour permettre à l'être humain que je suis de se nourrir et de vivre. Ah oui, Ça, d'accord. c'est ce que nous avons oublié, mais les Amérindiens, comme d'autres peuples de chasseurs, ont cet esprit de « je te remercie de m'avoir donné ta vie pour me permettre de vivre ». Et on s'adresse non pas au cadavre, mais à l'esprit du cadavre. Bon, à l'esprit du cerf, à l'esprit du coyote, etc. Donc, pourquoi est-ce que le Sasquatch serait le seul animal qui n'aurait pas de pendant dans la nature, sous forme matérielle? Il n'y a pas de raison. Donc pour vous, oui, ce serait vraiment une des preuves en fait de son existence, quoi. C'est pas parce que chez nous, si je prends une comparaison, c'est pas parce que chez nous on a des légendes de loups-garous, de meneurs de loups, etc., que le loup du petit chaperon rouge et contre du petit chaperon rouge et compagnie, que le loup en tant qu'animal réel n'existe pas. Mmh. D'autant plus que dans nos régions, si on peut dire, on prend une comparaison qui n'est plus valable aujourd'hui, dans nos régions, pendant 100 ans, on n'a plus eu de loup. Mmh. En Belgique et en France, il n'y avait plus de loup. Le loup est réapparu en France en 1992. En Belgique, il n'y a que quelques années qu'il est réapparu. Il y a moins de 10 ans que le loup est réapparu. On a 2 meutes en Belgique, mais de quelques individus. Mais avant, pourtant, les légendes existaient. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Les légendes, le petit chaperon rouge, on connaissait. La chèvre et les 7 biquets, le loup et les 7 biquets, etc. Tout ça, on connaissait. Mais le loup avait disparu. Mais ça ne veut pas dire que l'animal n'avait pas existé antérieurement. Effectivement. Bon, maintenant il est revenu. Donc, on n'est plus dans ce cas-là. C'est vrai qu'il est Mais de retour, ouais. il est de retour. Mais donc voilà, voilà pour dire qu'une légende, ça ne veut pas dire que l'animal ou un conte n'a pas existé ou n'existe pas. Merci beaucoup Éric Joie. C'était, la première partie de cette, voilà, de cette, grande Oh, vidéo, encore consacrée au énormément de Bigfoot. choses je n'ai dit qu'une petite portion de ce qu'il y a à dire sur le sujet. Hein. Et ben, la suite dans les prochaines vidéos, vous verrez, ça va être, passionnant. En tout cas, merci beaucoup Éric, encore une fois, d'être venu et je vous dis à très vite. Salut Damien.